vu de France, les Nord-Américains sont souvent perçus comme étant très avant-gardistes, très innovateurs, très innovants, alors qu'en fait c'est souvent le contraire, c'est des gens quand même très conservateurs et moins empreints d'innovation, d'évolution technologique que ne peut l'être le public ou les acteurs économiques français. Et ça s'explique un peu parce que ce qui a créé cette appétence française notamment des acteurs économiques vers plus d'innovation, vers plus de technicité, c'est souvent pour essayer de gagner en productivité et de faire un gain sur l'intervention humaine. Souvent, on optimise les processus, on minimise l'accès à de la main-d'œuvre qui est moins flexible qu'elle ne l'est en Amérique du Nord. Donc on va pousser à l'extrême l'innovation, l'investissement dans des technologies, l'investissement dans des softs, l'investissement dans des machines, l'investissement dans des méthodes de gestion, alors qu'ici, on est à un total opposé de cette situation. Ici, la flexibilité de la main-d'œuvre, ce n'est pas un souci. On a une forte croissance, on embauche. Une décroissance, on débauche facilement. Donc, on a moins cette volonté et ce réflexe de dire là, il faut que j'investisse pour gagner en productivité parce que c'est nécessaire. Non, je peux avoir, on l'a vu beaucoup dans le domaine industriel, où un plasturgiste français qui vient au Canada ou aux États-Unis pour visiter des homologues, des industriels, il va souvent trouver un décalage de 15-20 ans avec son environnement de production français, parce qu'il va avoir des machines, des presses injectées où il y a encore 2, 3, 4 opérateurs. Ça fait bien longtemps qu'en France, il n'y a plus d'opérateurs sur une machine à injecter. Mais ils ont optimisé pour justement gagner en compétitivité et puis avoir des coûts de production qui soient acceptables au niveau commercial. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une appétence pour l'innovation, une appétence pour la technicité qui est moins évidente ici et qu'il faut construire. Et souvent, il faut le faire en faisant un petit pas en arrière, en disant à l'entreprise, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, l'offre telle que vous l'avez, elle est trop exhaustive, elle est trop conséquente, elle est trop technique, elle est trop pointue. Il faut peut-être revenir un peu en arrière et présenter des choses que vous présentez il y a un peu plus d'années en arrière, mais qui va rendre l'acceptabilité du marché plus évidente et plus forte ici localement. Et après, vous allez monter en puissance en introduisant vos différents savoir-faire, vos différentes technicités, mais parce que vous serez devenu ce centre de solution, d'expertise, et cette reconnaissance, vous l'aurez acquise de la part du marché. Et si vous venez trop vite, trop fort, avec une offre trop exhaustive, vous allez faire peur. Peur à la fois parce que ça risque d'être cher, 2, parce que c'est surdimensionné par rapport aux besoins, et 3, intrinsèquement, ils ne voient pas le besoin. Ils ne voient pas le besoin parce qu'ils n'ont pas cette réalité. Notre métier au sein de Réseau, c'est d'accompagner des entreprises pour rentrer et pénétrer un marché qui est celui du Québec, essentiellement l'Est du Canada, et pour lesquels on intervient tant sur des aspects de validation de marché que de prospection directe, et qui fait en sorte que nous, on a besoin de réunir le maximum d'informations qui vont permettre à ces entreprises de bien mesurer le périmètre dans lequel elles vont s'installer, comment s'y installer, et pour quelle finalité, avec quel message. Une des particularités que l'on a, nous, sur notre marché au Québec, c'est son caractère singulier au niveau linguistique, dans le sens où, certes, on y parle français, mais c'est un paysage et un environnement d'affaires qui reste quand même tout à fait différent de celui qu'une entreprise française connaît en France, sur son marché. Et c'est souvent un piège, parce que l'entreprise arrive sur le marché québécois, le marché canadien, avec un message dont elle estime pouvoir faire un copier-coller. C'est-à-dire, ça parle français, les codes d'affaires, je les maîtrise et je me sens assez à l'aise assez rapidement avec ceci. Donc je vais prendre mon message, je vais le transposer et je vais faire valoir ma proposition de valeur de la même façon. Or, c'est un faux ami et qu'on pousse l'entreprise à fortement faire ses devoirs en amont, d'analyser en amont avec tous les canaux dont elle peut disposer, de faire une première veille, un premier repérage des acteurs économiques, tant de ses concurrents, de ses clients, de voir comment une offre comparable à la sienne se développe sur le marché et voir quel est le message qui est employé pour le faire. Est-ce qu'il est convergent avec le message que ces entreprises emploient habituellement? Est-ce qu'il faut le modifier, l'aménager et le rendre accessible au marché local? Donc soit l'entreprise fait cet exercice en amont par elle-même et elle vient en soi beaucoup plus préparée sur le marché canadien, soit nous on doit l'aider et on doit l'accompagner. Et pour ce faire,
c'est clair que l'ensemble des outils que l'on met sur la table et que l'on peut utiliser comprennent aussi bien des choses très traditionnelles, de la prospection immédiate et de l'entrée en matière directe avec le marché, les interlocuteurs du terrain, soit par les réseaux sociaux, soit par les sites web, soit par tout le contexte digital que l'on doit nous explorer, qui va faire en sorte qu'on va être capable de croiser l'information, de valider les messages et de voir qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait, de quelle façon c'est exprimé et comment arrimer, je dirais, une convergence avec le propre message de l'entreprise et l'adapter. Et nous, notre travail va consister, là encore, en croisant de la donnée, en validant un certain nombre de canaux et d'accès à l'information, de valider quelle est la nature du message que ces concurrents véhiculent sur le marché. Est-ce qu'il est semblable à celui qui est véhiculé en France ou sur d'autres marchés? Et est-ce qu'ils sont reconnus ici localement sur le marché canadien pour la même offre et la même proposition de valeur que celle qu'ils véhiculent ailleurs? Ça peut permettre à l'entreprise que l'on accompagne de se dire, tiens, nous, ce concurrent-là, on ne le connaît pas sous le même angle, de la même façon. Pourquoi ils ont changé leur message? Pourquoi ils ont réarticulé ce message-là? Ou pourquoi ils ont occulté une partie de leur proposition de valeur en se focusant uniquement sur un aspect de celle-ci? Et ça va aider grandement l'entreprise à se faire un peu l'introspection sur nous aussi. Ça serait peut-être avantageux qu'on ne parle pas de telle ou telle façon de notre offre ou qu'on occulte une partie de celle-ci. Donc ça, c'est pour les concurrents que l'entreprise va spontanément connaître ou déjà avec lesquels elle sera familière. Et puis il y a les concurrents qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire que nous, on va devoir détecter, qualifier, qui peuvent être locaux comme de nature internationale, et là encore qui vont nous en apprendre beaucoup sur comment ils abordent le marché, par quel véhicule, comment ils communiquent et avec quelle proposition de valeur. Et là, l'ensemble de cet écosystème va nous permettre de mieux positionner l'offre de l'entreprise et de mettre l'accent là où ça compte et là où le message va porter. Contrairement à la France, les campagnes de emailing ou d'email de masse sont extrêmement contraintes et voire dans certains contextes illégaux. Donc on doit nous combiner l'ensemble de ces outils et de ces canaux disponibles pour réunir le maximum d'informations sur le bassin de prospection disponible. Après, sur l'analyse fine des prospects que l'on approche, là encore, on fait face à des réalités qui sont très particulières à l'Amérique du Nord. C'est une certaine opacité dans la nature de l'information à laquelle on a accès, notamment l'information financière, sur les niveaux de chiffre d'affaires qui ne sont pas communiqués et pas de notoriété publique, si ce n'est que si l'entreprise n'est pas publique, c'est-à-dire cotée en bourse, cette information ne sera pas disponible. Donc nous, autant d'informations, si on doit la croiser et aller au bout de nos recherches et de notre investigation, on doit utiliser toutes sortes de canaux pour essayer d'avoir une image et un portrait le plus précis possible de l'entreprise que l'on veut approcher. Donc de tabler sur effectivement que ce soit l'information accessible par le web, que ce soit par des canaux spécialisés, tant juridiques ou professionnalisés en termes de gestion et de constitution de bases de données. On mobilise toutes les énergies, les ressources internes, externes auxquelles on peut avoir accès, s'agissant de démarrer une prospection ou de démarrer une démarche commerciale pour le compte d'une entreprise. Donc on va consulter les bases de données, certes, mais on va aussi mobiliser tous les contacts du réseau qui peuvent être à même de nous faire remonter de l'information, soit par leur expertise ou connaissance directe du marché, soit par les réseaux de connaissances auxquels ils ont accès. Donc nous, on va travailler énormément en réseau. On va mettre beaucoup de gens en relation, on va mobiliser sur différents points, sur différentes questions, les contacts auxquels on a accès. Et eux-mêmes vont nous remonter avec soit de l'information immédiatement exploitable, soit nous faire remonter vers des contacts que nous, on va pouvoir optimiser, approcher et solliciter. Donc on travaille énormément dans cet écosystème qui est un peu, comment dire, un fonctionnement un peu organique, où on récupère de l'information qui traditionnellement serait peut-être difficile à recueillir, mais qu'on a par le biais des réseaux. C'est notamment le cas lorsqu'on a une démarche de croissance externe, où on doit cibler, détecter, qualifier des cibles pour fin d'acquisition. Il n'existe pas de base de données ou de bottin dans lequel les entreprises qui sont à vendre sont listées avec des critères extrêmement pointus qui nous permettent de faire
un ciblage immédiat et rapide, parce que les propriétaires d'entreprises qui sont dans un process de vente, rarement vont mettre leur boutique ou leur entreprise en ligne et l'exprimer clairement. Donc il va falloir qu'on joue avec ces réseaux, qu'on fasse remonter de l'information et qu'on puisse être capable de détecter et de qualifier les opportunités. Une réalité qui est peut-être plus une réalité nord-américaine, c'est effectivement que tout peut aller assez rapidement, même si on est dans un territoire qui est quand même assez conservateur, moins porté sur l'innovation, sur les ruptures technologiques telles que peut être l'Europe ou la France. Mais par contre, quand l'intérêt se confirme, se manifeste et il y a une volonté d'aller de l'avant, là pour le coup ça peut aller très vite. Donc ça veut dire que de la part des entreprises, ça requiert forcément beaucoup de réactivité, une capacité à proposer une solution qui soit adaptée et conforme aux besoins du marché. Deux, ça requiert beaucoup de proximité. Je pense qu'une démarche à l'international, c'est pas l'apanage d'une grande entreprise. Et il n'y a pas de contraintes de taille en partant. Après, elle peut être liée aux moyens à mettre en œuvre pour rejoindre ou développer tel ou tel marché. Mais intrinsèquement, ce qui va faire le succès de l'entreprise sur sa démarche internationale, c'est à la fois le fort intérêt des personnes liées à cette entreprise, des dirigeants et des personnes qui vont être impliquées dans le développement international, de l'intérêt pour le marché ciblé, de l'intérêt à se mobiliser dans la démarche internationale, parce que faire de l'export, c'est pas juste des mots, c'est des gestes à poser, c'est de l'énergie à dépenser, c'est du déplacement, c'est des voyages, c'est plein de choses. Il faut avoir une appétence pour ça, une appétence pour le pays qu'on veut cibler aussi et qu'on veut appréhender, parce qu'on veut être foncièrement focusé sur son objectif et pas papillonner à tort et à travers. Donc ça prend des gens qui soient très très focusés, et ça on peut les retrouver aussi bien dans des petites structures que dans des grandes. La réactivité, c'est une qualité intrinsèque à toute entreprise et individu qui veut réussir à l'international, parce qu'il faut réagir vite. On est dans aujourd'hui un cycle, un rythme des affaires qui est extrêmement rapide, où tout se fait très vite, où les entreprises sont quasiment tout le temps en gestion de crise et doivent interpréter une situation et réagir vite et trouver des solutions rapides. On est véritablement sur une terre d'opportunités, c'est-à-dire que si on ne saisit pas l'opportunité quand elle se présente, donc pour la saisir, il faut être à l'écoute de ce marché, comme on l'a dit, il faut être capable de réagir vite. Mais si on n'a pas cette réactivité, un concurrent le fera. Et lui sera à l'écoute beaucoup plus que nous et va réagir beaucoup plus vite et aura mis les moyens que l'entreprise en question n'aura pas forcément mis, tant humain que de proximité, que de réactivité. Donc il n'y a pas une entreprise qu'on n'ait pas aidée, qu'on n'ait pas accompagnée, pour lesquelles les principaux facteurs de réussite ont été ceux-ci, c'est-à-dire de mettre soit des équipes en place, soit de venir très souvent, 2-3 fois par trimestre, voire 1 à 2 fois par mois, pour être très très souvent réagir vite et démontrer vraiment auprès des clients, parce que c'est aussi une évidence du marché, c'est que les clients ils doivent croire dans le message que lui communique l'entreprise. L'entreprise lui dit, nous on est là pour rester, on veut se développer, on veut se structurer sur le marché nord-américain. Et si le premier message qu'on véhicule c'est de venir une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, ça va forcément ralentir le processus de développement, voire carrément le rendre impossible. Donc si on veut aller vite, si on veut vraiment démontrer toute son intention et puis son intérêt pour le marché, il faut être là souvent. Il faut être là souvent, voire en permanence avec une ressource dédiée, aller voir les clients, les tenir informés, faire une veille systématique, même sur des sujets qui ne vont pas générer du business tout de suite, mais qui vont leur permettre d'avoir une petite différenciation vis-à-vis du prospect. Tiens, vous m'envoyez de l'information sur mon secteur, je ne le savais pas, ça m'intéresse. Vous devenez un centre de ressources, vous devenez un centre d'expertise, un pourvoyeur de solutions immédiat pour le prospect. Et c'est autant de gages de sérieux, de professionnalisme que vous apportez au prospect. Et qui à un moment donné, naturellement, ce prospect-là va vous appeler, vous m'en donnez plus que j'en demandais et vous êtes vraiment l'apporteur de solutions dont j'ai besoin, vous êtes réactif, vous êtes souvent présent, voire vous êtes là en permanence, vous avez une vraie expertise, vous me documentez, vous me tenez informé et vous êtes une vraie valeur ajoutée pour mon business. Mais tout ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on est vraiment pleinement investi dans son projet de développement et qu'on veut en donner plus que ce que n'importe quel concurrent ne pourra donner.